Beaucoup d'entre vous nous ont dit « Et Joël de René ». Vous savez que c'est une vedette. Et Joël, malheureusement, n'a pas pu être là aujourd'hui. C'était prévu de longue date. Alors, il nous a fait l'amitié d'enregistrer une vidéo. Et vous verrez que cette vidéo est assez cohérente par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce matin sur l'intelligence artificielle. C'est une vidéo de 12 minutes qu'on ne voit pas en termes de temps parce que ça reste Joël de René qu'on apprécie tous. Alors, Joël de René, petit rappel, en 2008, février 2008, premier forum de l'Observatoire NetExplo, c'était au Sénat donc. Je me souviens que Joël de René avait évoqué à l'époque la réalité augmentée. Et il avait un propos qui était assez simple et direct. Il disait « Aujourd'hui, nous devons aller sur Internet, par un ordinateur, par un smartphone, etc. Demain, nous serons dans Internet. » Et c'est ce que nous sommes en train de voir arriver, à savoir cette réalité virtuelle où le virtuel et le réel se mélangent, où on ne sait plus exactement où on est exactement, mais fondamentalement, il avait vu juste. Donc nous lui avons demandé, au bout de 10 ans de NetExplo, quelle était sa vision de l'intelligence artificielle. Je vous propose de l'écouter. Il a été interviewé il y a quelques jours chez NetExplo pour une interview spécifique pour les 10 ans du forum NetExplo. Je vous propose d'écouter sa vidéo. Bonjour Joël de René. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir comme à chaque fois. Parlons cette fois d'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, des machines qui vont investir finalement la sphère du travail. Joël, peut-on craindre que l'intelligence artificielle supprime le travail? D'abord, je crois ce qu'il faut dire, surtout dans le cadre de cet événement organisé par NetExplo, c'est que l'intelligence artificielle est à la fois un défi, un risque, mais aussi une extraordinaire opportunité pour les managers, pour les chefs d'entreprise, aussi pour les professions libérales. Pourquoi? Parce que le risque est effectivement, comme on l'a vu avec l'automation, puis les robots, les risques de perte de travail, même si on en crée par ailleurs d'autres emplois, mais une extraordinaire opportunité parce que c'est une chance de transformer le travail. Donc la transformation du travail est peut-être plus importante dans les 20 prochaines années pour l'entreprise que le risque même de réduction du travail. Alors effectivement, le fait de désintermédier, de supprimer certaines tâches de l'homme sur son lieu de travail concerne certaines professions, notamment ce que vous appelez les cols blancs. Demain, on assistera peut-être à la disparition de ces métiers cols blancs. Est-ce qu'on peut détailler ça ensemble? Alors d'abord, quand on parle de travail, il faut savoir de quel travail on parle. Si on parle du travail salarié dans une entreprise avec un CDI, celui-là, il est en voie de disparition. Mais il n'y a pas que ce travail salarié, CDI, dans une entreprise hiérarchique. On sait qu'il est très critiqué, très discuté aujourd'hui. Il y a les œuvres, il y a les occupations, il y a les travaux à distance, il y a le fait qu'une mère de famille ou un père de famille travaille aussi, même s'il n'est pas salarié, pour s'occuper des enfants. Donc il y a toutes sortes de travaux. Et ceux-là ne vont pas disparaître. Donc ce qui est à craindre, c'est le CDI, le contrat à durée indéterminée, dans une entreprise hiérarchique, prise en main par certains types d'applications et d'algorithmes d'intelligence artificielle de robots. Alors effectivement, le problème, ce sont les cols bleus, d'abord, remplacés par des robots. Ça, on le sait dans les entreprises qui fabriquent des voitures, des machines à laver, des ordinateurs, toutes sortes de pièces qui s'assemblent par des robots. Ils y sont déjà. Ça a créé par ailleurs d'autres emplois indirects, comme le disait Schumpeter, destruction, création. Mais ce qui concerne aujourd'hui le plus les chefs d'entreprise et les entreprises, ce sont les cols blancs, c'est-à-dire les professions intellectuelles. Quelles sont ces professions intellectuelles? Évidemment les managers, c'est clair, les comptables, les DRH, mais aussi dans les professions libérales, les avocats, les notaires, les agents de change, les consultants, les professeurs, les journalistes, les médecins. Toutes ces professions sont à risque si
ils n'y prennent pas garde. Alors, on peut dire, en gros, qu'il y a des voies alternatives pour s'en sortir. C'est d'abord de vivre en complémentarité avec les outils de l'intelligence artificielle. Je pourrais expliquer ce que c'est, pourquoi et comment. Mais de vivre aussi, et bientôt, en symbiose. C'est-à-dire les intégrer complètement à notre vie, à notre corps, à notre façon de travailler, pour être encore plus dans notre travail. Alors, je m'arrête justement sur la profession de médecin. Si on regarde la profession de médecin, demain, on se projette un peu, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut... voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer de meilleur pour un médecin demain? Alors on lit partout, effectivement, que les médecins sont à risque et que leur profession risque d'être supprimée par l'intelligence artificielle qui, dans le cadre du big data, va creuser toute une série d'informations qu'eux non plus et faire la synthèse entre des informations pour faire des diagnostics à leur place. On lit ça partout et c'est la menace que propose Google, en fait, Apple et bien d'autres de GAFA. Les médecins, comme les avocats ou comme les notaires, et je pourrais aussi donner l'exemple d'entreprises d'avocats, les médecins, pour prendre un exemple, ils ont à diagnostiquer des symptômes, à suivre des tendances en fonction des nouvelles maladies, d'être capable de trouver les médicaments, les traitements complémentaires, et pas seulement des médicaments chimiques traditionnels, mais la synergie entre des produits naturels, pour aider les gens à rester en meilleure santé et, s'ils tombent malades, à se guérir sans effets secondaires. Or, il y a 900 000 publications médicales par an, ce qui fait 75 000 par mois. Donc comment voulez-vous qu'un médecin puisse se tenir au courant de 75 000 publications par mois? L'intelligence artificielle, surtout avec ce qu'on appelle le deep learning, qui lit, qui traduit, qui est capable d'interpréter des discours d'une conférence et le transformer en texte directement en email pour le médecin ou sur Twitter. Tous ces éléments l'amplifient. S'il sait les utiliser, il devient un médecin augmenté. Et il a en face de lui des patients augmentés qui, eux, se renseignent sur les réseaux sociaux, se renseignent sur Internet et dialoguent avec lui ou avec elle en fonction du type de maladie dont la personne souffre, de la prévention dont il voudrait bénéficier. Et donc ça veut dire qu'on peut espérer, là, pour le coup, le meilleur pour la profession de médecin, puisqu'il va enrichir sa connaissance, raccourcir finalement les chemins pour son savoir. C'est pour ça que j'ai dit en début que c'était une opportunité. Alors les avocats, une entreprise comme Baker Hostetler, qui est une des plus connues entreprises d'avocats au monde, utilisent déjà Ross, qui est un dérivé de Watson, le système de deep learning d'IBM, pour étudier des cas de jurisprudence. Ross va lire en quelques secondes, en quelques minutes, des années de jurisprudence sur un cas. Et surtout, Ross va faire des propositions à l'avocat en fonction du cas qu'il est en train d'étudier, en intégrant la jurisprudence et toutes les tendances. Donc l'avocat, il est augmenté s'il sait l'utiliser. S'il ne sait pas l'utiliser en disant l'intelligence artificielle, j'en ai peur, il sera remplacé. De même, Reuters, des grandes agences de presse, font écrire des dépêches qui sont de très bonne qualité, j'en ai lu plusieurs, on en a tout le temps, par des robots. Enfin, des robots sur des algorithmes d'intelligence artificielle, en tenant compte de plusieurs événements, en faisant la synthèse. Donc là aussi, le journaliste peut être augmenté parce qu'il peut prendre plus de temps à la médiation, à l'interprétation, à la complémentarité avec l'information pour être plus près de son lecteur. Donc dans ces professions-là, on voit bien que la profession n'est pas tuée, elle est finalement augmentée, comme vous dites, par les algorithmes. Je dis on voit bien, j'aime bien votre expression, on voit bien que, moi je dis c'est possible, je ne dis pas que c'est sûr. Je dis que c'est possible, c'est pourquoi il faut de l'information, comme le fait NetExplo, comme moi je le fais dans mes articles ou dans mes bouquins, comme vous le faites comme journaliste. Il faut de l'information pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas en avoir peur, mais qu'il faut vivre en complémentarité, plutôt en symbiose avec. Alors Joël, vous parlez d'intelligence augmentée, vous avez écrit des ouvrages là-dessus évidemment. Cette intelligence augmentée va résulter du mariage de l'intelligence technologique en symbiose avec l'intelligence humaine. C'est un peu ce que vous avez détaillé avec les professions, mais est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette notion-là ensemble? Oui, bon, prenons un exemple très simple. Vous êtes déjà une femme augmentée, moi un homme augmenté, et les gens qui nous écoutent sont des hommes et des femmes augmentés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur poche un truc qui s'appelle un smartphone. Et un smartphone, c'est un PC, un personal computer d'une puissance extraordinaire. Il nous augmente notre mémoire, notre capacité d'ubiquité, notre capacité d'orientation par le GPS, etc. C'est vrai. Mais en même temps, ce qu'on oublie de dire, c'est que le smartphone est une télécommande universelle. Avec cette télécommande, je vais pouvoir cliquer dans l'environnement. Parce que mon smartphone va reconnaître des QR codes, va reconnaître des puces RFID et m'envoyer sur mon écran des informations que je n'aurais pas vues. Donc, grâce à ce outil, plus un environnement cliquable, vous êtes déjà une personne augmentée. Bon, imaginez maintenant que vous puissiez porter sur vous des outils qui ne sont pas seulement des outils portables, comme le smartphone, mais disons des outils mettables, c'est-à-dire un bouton de colle, une boucle d'oreille, un écouteur autour de l'oreille, une semelle de chaussure, qui captent des informations venant de votre corps.
Donc vous allez pouvoir transmettre directement, c'est l'interface homme-machine du futur, elle est déjà là, des informations venant de votre corps vers cet environnement cliquable dans lequel vous vivez. Et de cet environnement cliquable, dans l'écosystème numérique qu'on continue à appeler Internet, et qui est en fait un écosystème dans lequel on se trouve en permanence. Donc là, vous voyez qu'on est très proche de la symbiose. Cette symbiose va s'assurer dans les 20 années à venir, nous permettant, nous, d'être continuellement en contact avec l'intelligence artificielle et en bénéficier. Alors, c'est là que je dois faire une nuance. Je suis un peu opposé à ce que Elon Musk vient d'annoncer récemment. Il annonce qu'il crée une compagnie qui s'appelle Neuralink, qui consiste effectivement à être en contact, en interface directe avec les intelligences artificielles, mais par implantation de puces dans le cerveau. Moi, je suis comme... C'est intrusif. Comment? C'est trop intrusif pour vous? Moi, je suis comme biologiste opposé à l'intrusion dans le corps. Je pense que l'intégrité du corps doit être protégée au maximum. Et il existe plein de technologies qui permettent, de manière non invasive, d'obtenir des informations sur la tête. J'étais hier, pas plus tard qu'hier, avec une petite entreprise française extraordinaire qui s'appelle Rhythm, dirigée par Guillaume Mercier, qui propose un casque très léger qui prend l'électroencéphalogramme du corps, mais aussi toute une série de paramètres du corps, et se transforme en une sorte de tableau de bord santé personnalisé pour permettre, par des sons envoyés dans le cerveau et bientôt par des puces sur le corps, de renvoyer des informations pour permettre au corps de se rééquilibrer. Donc on va vraiment vers ça, la symbiose avec les outils numériques, pour nous permettre, de nous connecter aux intelligences artificielles et de devenir une intelligence augmentée humaine, collaborative, en relation avec les autres. Et ça, c'est important pour l'entreprise. Pensez à des salariés qui deviennent des humains augmentés, collaboratifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer quand ils le souhaitent avec les autres rapidement, échanger des informations et construire en commun le futur de l'entreprise et en même temps leur propre futur. Alors, on peut rentrer dans un autre exemple qui est celui de la cobotique, par exemple, qui illustre justement cet univers d'interface, de nouvelles interfaces pour le salarié, le manager, l'ouvrier manufacturier qui aujourd'hui compose encore la majorité des entreprises. Alors, on y est déjà en partie avec les chatbots qui nous parlent avec une voix humaine, avec des algorithmes qui reconnaissent les gestes, qui reconnaissent le visage. On est déjà dans cette interface plus humaine avec les algorithmes qu'on appelle encore des robots, mais en fait qui sont des robots non anthropomorphes à l'intérieur des ordinateurs. Ça va aller encore plus loin. On est en train de créer une forme d'empathie et d'émotion chez les robots et pour les algorithmes, de manière à être encore plus proche de nous et pouvoir dialoguer avec eux comme on le fait avec des humains et communiquer pas seulement par le langage, par les gestes, mais aussi par le body language, le langage du corps, par les vêtements, par des signes extérieurs de son corps. Donc on va se rapprocher de plus en plus de cette espèce bio-cybernétique qu'on a créée, qu'on appelle des robots, l'intelligence artificielle. Peut-être même que dans une trentaine d'années, ces algorithmes vont sortir de l'ordinateur sous forme de hologramme, un peu comme dans les films Obi-Wan Kenobi, dans La Guerre des Étoiles, et qu'on puisse leur parler comme on parle à des humains. Ils sont autour de nous, ils sont transparents, mais ils peuvent exécuter des actions. Donc là, je fais un peu de science-fiction. Mais en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que de plus en plus, notre capacité de communication avec l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes va s'amplifier par le caractère émotionnel que nous aurons vis-à-vis d'eux, l'empathie qu'ils auront vis-à-vis de nous, et la capacité qu'ils ont d'apprendre. Et ça, c'est ça qui fait peur, finalement. C'est ce qui faisait peur à Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking en décembre 2014, quand ils ont annoncé que l'intelligence artificielle était la pire des choses, que l'humanité allait être dominée. Ce qui leur fait peur, c'est justement le fait que ces systèmes apprennent de nous et apprennent d'eux-mêmes, entre eux, tellement vite. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques mois, chez Google, 2 ordinateurs sont mis à communiquer entre eux, de deep learning, avec un langage qu'ils ont inventé, un langage encrypté qu'on n'a même pas réussi à décrypter. Donc, si vous voulez, c'est ça qui fait peur à ces 3 personnes que j'ai mentionnées, c'est qu'ils nous dépassent. D'ailleurs, Ray Kurzweil, qui est un transhumaniste et en même temps un grand acteur du développement des entreprises du futur, a dit qu'on allait atteindre un point de singularité en 2045, 2050, où tous ces systèmes intelligents connectés entre eux vont devenir plus intelligents que nous. Mais ils oublient 2 choses, si je peux me permettre de le dire, c'est que l'évolution, certes, de ces technologies est exponentielle, mais l'évolution du cerveau humain n'est pas linéaire, comme ils le disent. Les synapses n'évoluent pas comme Darwin à la vitesse des mutations et de la sélection naturelle. Eux aussi, en symbiose avec l'intelligence artificielle et les robots, évoluent de manière exponentielle. Et donc nous évoluons, nous aussi, rapidement. Et, j'ajouterais, ce qu'ils ne disent pas du tout, eux,
c'est que l'intelligence collective, elle se traduit dans le réseau symbiotique que nous avons créé, dans cet écosystème numérique que j'ai appelé en son temps le cerveau planétaire ou le macro-organisme planétaire. Nous créons une sorte de réseau neuronal planétaire dont Internet n'est qu'un embryon aujourd'hui, qui va augmenter l'intelligence collective des gens connectés entre eux, avec des avantages et évidemment des dangers et des inconvénients dont il faut être conscient dès maintenant. Les dangers, justement, puisque c'est une nouvelle épopée pour l'homme en général. Les plus grands dangers, les plus grands risques pour vous, c'est quoi? L'hyperhumanisme, c'est une nouvelle épopée, vous le dites très bien pour l'homme, puisque c'est un changement d'état de la nature humaine. Une humanité avec un cerveau augmenté et une intelligence collaborative, c'est un changement d'humanité. Mais en même temps, c'est un changement qui détruit et qui disrupte, comme on dit, si vous voulez, toute une série d'acquis qu'on a dans les structures sociales, les structures politiques, les structures professionnelles, notre vision philosophique du monde, voire religieuse du monde. Donc cette disruption, elle nous crée toujours dans un déséquilibre contrôlé. Et ce déséquilibre doit être quelque chose que nous devons voir sous l'angle dynamique. Moi, je suis surfeur et je sais que sur une vague, pour vraiment la surfer, il ne faut pas être en équilibre. Si on est en équilibre, on tombe. Ouais. Il faut être en déséquilibre contrôlé parce qu'il faut s'adapter de manière multidimensionnelle à toutes les informations qui nous arrivent de partout pour pouvoir surfer la vague, en sortir quand on veut, et éventuellement gagner des concours et se faire plaisir. Donc la vie, il faut la surfer en déséquilibre contrôlé. Et donc il y a toujours des risques, mais avec de l'information, on peut surmonter les risques. Et ce sera le mot de la fin. Quand vous dites justement contrôler les facteurs dans des dimensions multiples, est-ce que l'avenir de l'homme dans cette épopée augmentée n'est pas l'intuition? Est-ce que c'est bien la seule chose qui reste à l'homme contre le pouvoir des machines? Alors, je ne pense pas que c'est que l'intuition. Et les machines auront de l'intuition aussi. Elles en ont déjà. Donc ça, ce n'est pas un problème. On ne va pas perdre notre intuition avec l'intelligence artificielle. Je pense que les caractéristiques absolument fondamentales, c'est la capacité que nous avons de relation aux autres, d'amour, d'empathie, de générosité, de partage, de solidarité, de choix, de donner quelque chose pour quelque chose, de construire ensemble quelque chose avec des sentiments qui se retrouvent dans toutes les grandes religions. Sans être religieux soi-même, on peut pratiquer ces sentiments pour aller plus loin ensemble et construire le futur que l'on souhaite plutôt que de vivre un futur qu'on nous impose. Alors on va terminer par un message d'amour, puisqu'il est question d'amour. Merci Joël. Ce sont les 10 ans de NetExplo et du forum notamment auquel vous participez, vous êtes fidèle. Un petit mot pour l'anniversaire de NetExplo. Alors d'abord, NetExplo, je suis un grand admirateur depuis le début de tout ce que l'équipe fait, sans parler de Thierry Happ, bien entendu. C'est la capacité de détecter des futurs possibles, de nous montrer ce qui est réalisable. Et comme vous le dites souvent et que je le dis souvent, ce n'est pas la technologie qui change la société, c'est la réappropriation sociétale des technologies qui change les systèmes innovants dont nous faisons partie. Alors c'est ça que j'admire chez NetExplo, c'est d'avoir su trouver des systèmes innovants et pas seulement des innovations pour nous aider à changer notre société et à donner du sens à notre vie. Ça vous dit qu'on dise bon anniversaire NetExplo tous les deux? On dit bon anniversaire NetExplo tous les deux. 1, 2, 3. Bon anniversaire NetExplo.